Bonjour à tous, merci d'être venus aussi nombreux pour discuter avec nous d'un sujet qui est qui semble peut-être un peu plus léger que les traumatisés graves, mais un sujet qui concerne en fait beaucoup de procédures et beaucoup de patients, donc les luxations de membres. Donc c'est un sujet que nous avions déjà abordé avec Delphine il y a maintenant 2 ans pour les journées d'urgence de l'ASFAR, et on va voir s'il y a des nouveautés sur ce sujet. On va voir ça ensemble. Alors effectivement, en termes de fréquence, les luxations sont des pathologies qui sont au final assez fréquentes. Aux US, on a jusqu'à 80 000 luxations d'épaule par an. En France, on a des données sur les prothèses de hanche totales, avec un ratio de 226 prothèses pour 100 000 habitants, et en fonction des séries, jusqu'à 15% de luxation. Donc c'est une problématique qu'on rencontre régulièrement. Nous, au déchocage, de par notre organisation, on y reviendra, et je suppose que dans vos centres respectifs, c'est une problématique que vous devez gérer de façon régulière. Alors, une des premières questions qu'on se pose quand on a des patients qui arrivent aux urgences pour une luxation, c'est dans quel délai on doit intervenir pour réduire cette luxation. Alors la réponse, c'est si on a des complications musculo-nerveuses, il faut intervenir immédiatement. Ça, c'est assez clair. Et sinon, le plus vite possible. Quand j'ai dit ça, je n'ai pas dit grand-chose. Mais que nous dit la littérature sur le sujet? La littérature nous dit que, effectivement, si on veut un succès sur la première tentative qui soit efficace, il faut effectivement prendre en charge le patient très vite. Plus on attend, en fait, plus le risque d'échec sur la première tentative de réduction est important, avec une augmentation du risque d'échec jusqu'à 20%. Alors, quels sont les besoins lors d'une réduction de luxation? Donc le patient, ce qu'il a besoin, avant tout, c'est de subir une procédure qui soit confortable pour lui. Le praticien qui réduit, lui, il a besoin de relaxation musculaire, et le praticien qui sédate, qui parfois le même praticien, notamment dans les services d'urgence, a besoin d'avoir une procédure qui soit cadrée avec le maximum de sécurité pour sa prise en charge. Alors, quels sont les moyens qui sont disponibles pour nous face à ces problématiques de luxation? On a effectivement un arsenal thérapeutique qui est assez varié, qui va de l'anxiolyse verbale à l'hypnose. Sur les données de la littérature, clairement, on a peu de data sur ces sujets-là. On a l'impression que c'est une prise en charge qui est émergente. En tout cas, peut-être que dans les prochaines années, on aura plus de data sur ce sujet. Mais en tout cas, ça semble largement possible, en tout cas pour les réductions de luxation des peaux. Ensuite vient l'anxiolyse médicamenteuse avec l'utilisation de midazolam. Ce qui est largement utilisé pour notamment les luxations d'épaule, c'est l'analgésie médicamenteuse, avec l'association souvent de méopas et de paliers 1, 2 ou 3. Puis arrive ce qui va occuper une grande partie de ce topo, qui est la sédation analgésie procédurale. On y reviendra un peu plus en détail. Une petite place pour l'anesthésie loco-régionale, qu'on abordera. Pour ce qui est de l'anesthésie générale, dans les études, ce qu'on retrouve régulièrement, c'est effectivement soit des procédures dans certains pays qui sont faites d'emblée sous anesthésie générale, soit souvent des échecs de sédation procédurale initiale avec des patients qui sont convertis en anesthésie générale, ou parfois certains types de luxations qui sont complexes, notamment
je pense aux hanches natives des patients jeunes, pour lesquels une anesthésie générale est souvent nécessaire avec l'utilisation de cura. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une sédation analgésique procédurale? Dans la littérature, on trouve beaucoup de définitions, et récemment, un groupe d'experts sur le sujet, multidisciplinaire, qui regroupe des anesthésistes, des urgentistes, des pédiatres, se sont réunis pour proposer une définition. Donc, ils proposent comme définition l'administration d'un ou de plusieurs médicaments pour faciliter un diagnostic ou une procédure, au cours duquel donc, la perméabilité des voies aériennes, la respiration spontanée, les réflexes de protection des voies aériennes et la stabilité hémodynamique sont préservés. Donc déjà, un beau challenge. Tout en soulageant l'anxiété et la douleur du patient. Donc une très belle définition, mais en pratique, est-ce qu'on arrive toujours à ces objectifs? Rien n'est moins sûr. Alors, en 2018, la Société européenne d'anesthésie s'est posé la question: quel type de sédation procédurale devait être de façon privilégiée, managée et évaluée par des anesthésistes? Alors probablement, effectivement, les patients qui ont des lourds antécédents cardiovasculaires, sur le plan respiratoire, d'apnée du sommeil, les patients obèses avec une obésité morbide, un BMI supérieur à 40, des insuffisances rénales ou hépatiques, les patients âgés, bref, des patients ASA 3 ou 4 sur l'échelle de cotation du risque anesthésique. Alors, une question qui émerge de façon évidente à chaque prise en charge: le patient est-il à jeun? Donc vous connaissez bien sûr les règles standards du jeûne préopératoire avant une chirurgie programmée, 6 heures pour les solides et 2 heures pour les liquides. Mais qu'en est-il pour les sédations procédurales? Doit-on respecter, comme on l'a fait depuis des années, les mêmes recommandations, ou existe-t-il d'autres façons de pouvoir manager le jeûne des patients sur des sédations qui ne sont pas, d'après la définition, des prises en charge d'anesthésie générale? Alors, multitude on va voir, de littérature qui essaie de répondre à ce sujet. Ici, une littérature de pédiatrie, 1000 procédures, 0 cas d'inhalation, 15 cas de vomissement, avec 56% d'enfants qui n'étaient pas à jeun. Et vous voyez, on a à peu près tous les médicaments qu'on a en notre possession qui ont été utilisés dans cette analyse. D'autres analyses avec 4000 adultes, 17 000 enfants, une inhalation, 13 000 procédures en 2016, 0 inhalation, 6 000 enfants, 48 pas à jeun sur les solides, 48% pas à jeun pour les solides, 5% pas à jeun pour les liquides, 0 inhalation. Et ici, une revue de la littérature dans l'anesthésiologie en 2016, 139 000 procédures, 23% des patients qui n'étaient pas à jeun, selon les critères standards, 10 inhalations, et sur ces 10 inhalations, il y avait 8 enfants qui étaient à jeun, donc 2 qui n'étaient pas à jeun. En 2017, une revue de littérature sur les éléments d'inhalation, qui s'est focalisée sur l'inhalation. 292 inhalations bronchiques, notamment essentiellement pendant des endoscopies digestives. 34 en dehors d'endoscopie. Une seule patiente avait une luxation de hanche qui était à jeun depuis plus de 24 heures, mais qui avait une hernie hiatale. Donc, avec tout ça, on comprend effectivement qu'on ne trouve pas de lien entre la durée du jeûne et l'inhalation bronchique. Donc, la Société européenne d'anesthésie, dans ses guidelines de 2018, nous dit que le jeûne avant une sédation n'est pas fondé sur des preuves. Que la littérature actuelle ne nous apporte pas d'éléments pour réagir, mais que ce serait bien de proposer un protocole unique, comme c'est proposé pour le jeûne préopératoire avant une intervention chirurgicale. Ça permettrait d'éviter la confusion et les erreurs.
ce fameux groupe d'experts international sur la sédation procédurale, en 2020, donc l'année dernière, propose un consensus sur le jeûne pour la sédation procédurale, chez l'adulte et l'enfant. Alors on va regarder ensemble ce qu'il nous propose. Alors déjà, il y a une classification en fonction du risque patient. 3 catégories. Une première catégorie, risque modéré. Ce sont les patients qu'on qualifierait, nous, d'ASA 4, c'est-à-dire avec des pathologies systémiques sévères, avec un impact vital possible, une obésité sévère, donc ces fameux patients avec un BMI supérieur à 40, des anomalies des voies aériennes, et toutes les pathologies au niveau gastro-œsophagiennes, des patients qui ont des pathologies hyperémétisantes, et bien sûr, si on pense que le patient va nécessiter une assistance ventilatoire. On a un management des voies aériennes spécifique. Donc ça, les patients à risque modéré. Les patients à risque moyen, donc on pourrait qualifier ces patients d'ASA 3, avec des maladies sévères, obésité entre 30 et 40, les enfants de moins de 12 mois, les patients porteurs d'une hernie hiatale, et sur les procédures, les endoscopies, les fibroscopies œsogastro-duodénales, les bronchoscopies, et si le propofol est la sédation principale. On y reviendra après. Et enfin, tous ceux qui n'ont pas ces facteurs de risque sont à faible risque. Alors qu'est-ce qu'il nous propose? Pour des procédures programmées, il nous propose, quand les patients sont à risque modéré, de garder le règle de jeûne habituel. Pour les patients à risque moyen, on pourrait décaler effectivement à 4 heures de solide et 2 heures pour le lait maternel pour les enfants, sans restriction pour les liquides clairs. Enfin, pour les patients qui n'ont pas de facteur de risque particulier, on pourrait effectivement attendre un jeûne de 2 heures sur les solides. Et pour les procédures urgentes, alors, ben, il nous propose de ne pas attendre le jeûne pour faire notre procédure. Donc effectivement, j'espère qu'on pourra en discuter ensemble après, c'est des choses qui vont probablement peut-être impacter dans le futur nos recommandations nationales, on verra. Alors, maintenant qu'on a raisonné sur nos risques patients, la problématique du jeûne, quelle drogue nous allons choisir pour réaliser notre sédation procédurale? Donc il nous faut une drogue facile à utiliser, posologie adaptable à titration, courte durée d'installation et d'action, de la sédation, de l'analgésie et le respect des fonctions respiratoires et cardiovasculaires. Alors qu'est-ce qu'on a dans notre pharmacopée? Alors le Méopa, effectivement, bon, vous le connaissez bien, je vais pas aborder ce médicament. Je vais vous parler un petit peu des alpha-2 agonistes. Alors vous connaissez tous le catapressant, la clonidine. C'est un médicament qu'on utilise de plus en plus, qu'on réutilise de plus en plus au bloc opératoire et en réanimation. Pour nos problématiques de sédation procédurale, c'est un médicament qui a malheureusement une demi-vie qui est trop longue, qui ne permet pas d'avoir une bonne gestion courte de procédure. Par contre, la dexmédétomidine est un médicament qui peut paraître intéressant avec une sédation, une anxiolyse, une analgésie, une demi-vie courte et un confort supérieur, notamment dans des études de réduction de luxation par rapport au midazolam. La problématique, c'est son utilisation et sa gestion qui demande de l'exercice, une perfusion continue et des risques d'hypotension sur des doses importantes. Les opioïdes, souvent dans les études, dans la littérature sur le sujet de la réduction de luxation, sont utilisés en association avec soit le midazolam ou d'autres hypnotiques. La problématique des opioïdes, vous les connaissez, c'est la dépression respiratoire.
là où effectivement on pourrait y avoir peut-être un regain d'intérêt sur des molécules telles que le fentanyl intranasal pour des patients qui auraient par exemple des problématiques d'accès veineux dans ces situations. Mais peu d'études sur le sujet. Le midazolam reste encore dans la littérature une molécule qui est utilisée de façon assez large, même si effectivement la demi-vie est assez longue, donc un risque d'accumulation importante. Comparativement au propofol, on a quand même des patients qui sont un peu moins confortables en termes de réduction de luxation. L'étomidate, quelques données sur le sujet. Là où c'est intéressant avec l'étomidate, c'est effectivement la stabilité hémodynamique et respiratoire que vous connaissez. Mais l'étomidate a été comparé au propofol et à l'association benzo-opioïde pour des réductions de luxation de PTH. Et on notait plus d'échecs de réduction qu'avec du propofol seul. Et des effets désirables, notamment des délais de réveil plus longs et des problématiques d'apnée. Donc, au final, le propofol seul, ça demeure quand même le sédatif en termes de réduction de luxation qui est le plus utilisé. Donc ça amène une bonne sédation, pas d'analgésie, par contre zéro analgésie, un délai d'action rapide, une bonne durée d'action de demi-vie assez courte. La problématique, c'est la fenêtre thérapeutique qui est assez étroite et avec du coup un risque de tomber sur des problématiques de complications type dépression cardio-respiratoire qui est important. Alors, avec l'avènement du mode EVOC qui est utilisé en anesthésie de façon courante maintenant au bloc opératoire, peut-être qu'on verra surgir des papiers sur l'utilisation de l'EVOC dans ces procédures-là pour ce type de pathologie. Mais pour le moment, on n'en a pas. La deuxième grande molécule qui est utilisée pour ces procédures de sédation, c'est la kétamine. La kétamine, effectivement, ça reste un médicament qui est largement utilisé dans les services d'urgence, de par la préservation de l'hémodynamique qui reste stable, qui n'altère pas peu le système respiratoire, avec un délai d'action qui est rapide, par contre une durée d'action un peu plus longue que le propofol. Alors, on a des réductions qui sont efficaces avec la kétamine, mais effectivement, on remarque dans les séries des problématiques de rigidité qui sont souvent contrées par l'association avec du midazolam. Donc, une autre problématique de la kétamine que vous connaissez, c'est les problématiques d'agitation et de dissociation, qui peuvent aussi être contrées par l'association de midazolam. Et une problématique dans les séries, on le reverra, d'événements indésirables comme le vomissement, qui est vraiment plus fréquent avec la kétamine. Alors, du coup, le propofol semble intéressant, la kétamine semble intéressante. C'est pour ça que, effectivement, beaucoup d'études ont regardé cette association kétamine-propofol, qui est le kétofol. Alors, j'aimerais faire un petit sondage. Est-ce que vous, qui a l'habitude d'utiliser ces deux molécules mélangées pour des sédations? Est-ce que c'est... D'accord. Mélangées dans la même seringue, ouais. Ouais, d'accord. Ouais. Ou séparées, kétamine et propofol pour ce type de procédure. D'accord. Donc au final, kétamine et propofol, quel est l'intérêt? Est-ce que ça permet de gommer les effets indésirables de l'un et de l'autre? Alors, pas mal d'analyses et ici une méta-analyse sur la combinaison kétofol versus propofol, avec effectivement, par rapport au kétofol, moins de complications respiratoires, moins d'hypotension, moins de bradycardie, un peu plus d'agitation et de nausées-vomissements. Ici, quand on regarde une méta-analyse qui regarde les effets indésirables chez l'adulte sur 10 000 procédures, donc la plupart du temps, effectivement, vous voyez, on a de l'hypoxie, après les vomissements, après l'hypotension et quelques effets indésirables graves.
La kétamine, c'est ce qui apporte le plus d'agitation et de vomissement. L'apnée est plus souvent retrouvée pour les patients qui sont sous midazolam. Globalement, le kétophol provoque moins d'agitation, moins d'apnée, moins d'hypoxie, moins de bradycardie, moins d'hypotension, moins de vomissement que la kétamine seule ou que le propofol seul. Pour les enfants, on a également pour le kétophol plus d'apnée et plus de désaturation, mais moins d'hypotension. Donc, une association qui semble intéressante, mais vous allez me dire, dans quelle proportion? Parce qu'effectivement, dans la littérature, on retrouve des mélanges kétamine-propofol qui vont du 1 pour 1 à 10 fois plus de propofol que de kétamine. Donc ici, une étude intéressante, avec 3 groupes, 100% propofol, 1 pour 1 propofol kétamine et 4 fois plus de propofol que de kétamine. Résultat, sur les complications, pas de différence. Donc, à réfléchir et à encore probablement des travaux supplémentaires pour trouver la combinaison optimale pour nos patients. Alors, et la LR dans tout ça. Pour le membre supérieur, la réalisation d'un bloc interscalénique permet, vous le savez, une analgésie efficace de l'épaule et pourrait être intéressant pour ces patients qui sont estomac plein ou avec de lourds antécédents. Malheureusement, les datas et les études sont ici sur des petits effectifs. Néanmoins, ce qui est intéressant notamment dans cette étude, c'est qu'on remarque que même si on pourrait se dire que de faire un bloc interscalénique nous donnerait une prise en charge qui est un peu plus longue pour la mise en œuvre, au final, le patient, globalement, reste moins longtemps à l'hôpital, moins de surveillance post-opératoire, et avec une satisfaction dans cette étude-là qui était meilleure pour le patient. D'autres études montraient par contre une satisfaction qui était plus intéressante pour la sédation, donc je pense encore des datas à collecter sur ce sujet, mais au final, c'est pour moi une option non négligeable, notamment pour les patients qui sont à risque important d'inhalation, les patients fragiles, avec ceux qui ont bien sûr des examens neurologiques qui sont normaux, qui sont normalement réalisés dans tous les cas avant la procédure, ce qui entraînerait une durée de séjour écourtée. Enfin, il faut effectivement se poser la question de l'optimisation du parcours patient. Donc ici, une étude en 2015, avant-après, une procédure qui est plutôt standard, vous voyez, donc c'est-à-dire que le patient est vu par l'urgentiste, il va en radio, ici, il est après envoyé dans le service d'orthopédie, qui le prépare pour aller au bloc, pour faire sa réduction sous anesthésie, puis après il va en radio, on voit que c'est réduit, on est content, le patient descend. Ils ont comparé avec une modification de pratique, une fast track. Donc le patient est vu par l'infirmière des urgences et envoyé d'emblée en salle de réveil. Il est préparé, la luxation est confirmée par scopie, la réduction est faite au bloc donc sous anesthésie et le patient réintègre la filière classique. Et là forcément ils ont gagné du temps et moins de durée de séjour, mais par contre dans cette étude pas de diminution des complications. Ici, une autre étude qui est multicentrique, qui montrait qu'effectivement, quand on faisait la réduction, ici pour des prothèses de hanche, au sein des urgences, quand il y avait une réduction qui était efficace, on avait effectivement du temps gagné. Par contre, effectivement, quand la réduction était inefficace, et que le patient devait ensuite être pris en charge en anesthésie, le temps était le même. Et on se rendait compte également que le type de médicament utilisé, hein, ici l'hypnovel, on avait 64% de succès, avec le propofol, 96%. Donc optimiser le parcours patient, c'est avant tout avoir un parcours patient identifié, avec du personnel qui est formé. Formé à quoi? Formé à prendre en charge notamment les complications de ces procédures, qui peuvent être graves, et de travailler dans un environnement de travail adéquat, avec du matériel de surveillance, d'intubation, des drogues d'urgence. Donc en conclusion,
La réduction de luxation doit se faire de manière précoce pour limiter les complications vasculaires et nerveuses, pour réduire le risque d'échec. Il faut limiter les risques avec du monitorage, des procédures adaptées aux patients, à l'articulation, à l'opérateur, avec un bon niveau de confort pour l'opérateur et pour le patient. Ça passe essentiellement par la sédation analgésique procédurale, avec un bon relâchement musculaire, et tout ça s'inscrit dans un parcours de soins sécurisé. Voilà, je vous remercie beaucoup. Est-ce que vous avez des questions? Sophie. Tu dis la kétamine, dans les études, il y a plus... Bien fort pour qu'on t'entende. Tu dis dans la kétamine, dans les études, il y a plus de vomissements. Oui, sur les effets secondaires. Est-ce qu'il y a une corrélation avec la dose? Est-ce que tu as trouvé des corrélations avec les doses utilisées ou pas du tout? Alors c'est vrai qu'en termes de doses, on a dans les études des doses qui sont assez disparates. Donc il y a probablement effectivement un effet dose qui est mais ça n'a pas été effectivement relevé en tant que tel dans l'étude. Mais il y a probablement ça à prendre en compte dans ce raisonnement. Je sais pas vous, mais les vomissements sur la kétane, je n'ai pas beaucoup. Moi, je suis moins exposée à ça que les gens qui travaillent aux urgences, je pense. Qu'est-ce que vous en pensez pour ceux qui... Ça vomit pas. Sur quelle dose? 0,2. Donc probablement sur des doses qui sont peut-être plus importantes. Dans d'autres amphis, n'hésitez pas à poser des questions aussi, et c'est retransmis hyper modernement par SMS par Nathalie Brunet. Parce qu'en fait, ils sont encore plus nombreux dans l'autre amphi, ils n'entendent pas les questions. Donc si vous avez des questions, il ne faut pas. Je les retire au micro. Un petit sondage peut-être pour qui attend le jeûne classique pour faire des réductions de luxation? Personne? Alors, pas tous. Non, je plaisante. Mais c'est quand même encore très opposé. Ouais. Et aux patients, parce qu'après tout, D'accord. le problème, c'est aux patients, oui, donc il y a des gens quand même qui attendent. Et comme tu disais tout à l'heure, plus d'attente, plus c'est dur. C'est ça. Et plus c'est inconfortable en plus pour le patient. Pour le patient. Et malgré tout, on se prend pour rencontrer tous les jours en disant, pas rien. Il a fait quoi? Il a eu un verre à ses mains. C'est ça. En commençant à travailler là-dessus avec Benjamin, on avait vraiment l'impression qu'on faisait les luxations de coudes, d'épaules, qui étaient difficilement réduites, sous anesthésie en disant quand même, c'est pas bien ce qu'on est en train de faire. Et puis quand on a lu la littérature étrangère, on s'est rendu compte qu'on avait tout à fait droit. Et je pense qu'il manque vraiment, du coup, c'est de proposer des RSA, une autre recommandation française sur la sédation procédurale. Alors ça a été fait dans l'analgésie avec la SFMU, et c'est là où était pondu que quand on est urgentiste, et si on veut faire une réduction sous analgésie un peu lourde, sous sédation, il faut être en même temps celui qui pousse et celui qui réduit. Dans la recommandation de 2010, alors ça, c'est quand on même espère que ça... Il faut voir si ça va évoluer, ou alors effectivement peut-être à ce moment-là organiser des parcours vraiment définis, mais ça veut dire... Je pense qu'il faut une réflexion commune, effectivement. De toute façon, il ne faut pas que ce soit opposé, parce qu'il faut qu'il y ait un parcours avec les patients qui ont des échecs, les patients qui sont sévères. Effectivement, il faut trouver un terrain. Il faut travailler ensemble sur le sujet. Je pense que c'est comme ça que ça peut